Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Hello, hello, trop contente de te retrouver. Alors, j'ai fait une petite pause, tu as dû remarquer, j'avais jamais fait une aussi longue pause, hein. Mais faut croire que j'en avais besoin. Mais me voilà, le podcast est de retour. Rassure-toi, c'est pas fini. J'espère que ça te plaît toujours autant. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Pense à partager ce podcast s'il te plaît à ton entourage pour qu'il se développe un petit peu plus et que ça me motive encore aussi à poursuivre les épisodes. Alors, si tu as écouté l'épisode précédent, donc où j'ai interviewé Fiana au sujet de la pédagogie Montessori, tu sais à quel point les sujets qu'on a abordés avec elle font écho à mon parcours. Avant d'accompagner les familles autour du sommeil et du respect des besoins de leurs enfants, j'étais prof des écoles dans le public. Et même si j'ai aimé enseigner, j'ai fini par faire un choix fort, celui de quitter l'éducation nationale, pour tout un tas de raisons. L'idée, c'est pas de rejeter totalement ce métier-là, ni, je sais pas moi, les collègues, ni encore les enfants, bien sûr. Mais par contre, c'est que j'ai pu constater que ce système tel qu'il est actuellement ne m'allait absolument pas. En tout cas, tel qu'il existe aujourd'hui en France. Pour moi, il n'est absolument pas pensé pour respecter les rythmes naturels des enfants, d'une part, mais également leurs besoins de façon un peu plus générale, d'autre part. Pour quelles raisons? Parce que déjà, il y a des emplois du temps rigides. Avant de te dire pourquoi je te parle de tout ça, je fais une parenthèse. Si tu écoutes et que tu as un bébé, un enfant beaucoup plus petit qui ne va pas encore à l'école, je vais dans cet épisode te parler quand même des plus petits aussi. Donc reste jusqu'au bout pour que tu aies mon regard aussi sur des choses qui concernent les tout petits. Mais là, c'est pour te faire mon chemin de pensée un peu aussi par rapport à ce que j'ai pu observer, vivre aussi. Voilà. Donc, en tout cas, donc si je reviens dans les écoles. Dans les écoles, il y a des emplois du temps qui sont rigides. Les enfants se retrouvent de fait complètement coupés en pleine concentration pour aller à la récré, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on avait évoquées avec Fiana. Le rythme, si tu veux, du coup, il se retrouve complètement imposé, identique pour tous, alors que, on le sait tous, sont différents. Et ça génère souvent de la souffrance de se retrouver confronté à faire quelque chose qui convient pas du tout à notre énergie du moment, mais ça génère aussi des échecs scolaires, on le sait bien. Et la façon dont est construit le système, clairement, pour moi, est complètement fautif derrière les échecs qu'on voit. Vraiment, c'est mon avis. Clairement, on remet beaucoup la faute sur les enfants. On dit que ce sont des mauvais élèves ou qui font pas d'efforts et tout ça, mais en fait non, c'est le système qui ne s'adapte absolument pas à eux, alors que s'ils étaient accompagnés correctement, avec des choses qui soient mises en place en fonction de leurs besoins, c'est évident, il y aurait moins d'échecs. Et attention, hein, les enseignants sont de bonne volonté, je suis pas du tout en train de leur jeter la pierre, j'en faisais partie. Par contre, le problème, c'est qu'en tant qu'enseignant, dans ce système-là, on se retrouve totalement démuni. On n'est pas bien formé du tout déjà à gérer certaines situations. Euh, on est complètement mal outillé et on se retrouve du coup à faire parfois un peu de différenciation. Donc ça s'appelle comme ça dans le jargon chez les enseignants, c'est-à-dire proposer quand même des petites variantes dans le travail qu'on demande à nos élèves en fonction des capacités de chacun. Donc ça, sur le papier, ça existe, hein, et évidemment qu'il y a des enseignants qui mettent ça en pratique, mais déjà pas tous.
Et en plus, généralement, c'est pas fait de façon suffisante et que même les enfants qui même les enseignants qui pratiquent la différenciation, souvent sont hyper frustrés de ne pas pouvoir, aussi bien qu'ils le souhaiteraient, accompagner chaque enfant comme il en aurait besoin. Évidemment que les effectifs surchargés font partie des raisons largement qui viennent, euh, qui viennent induire tout ça. Le manque de moyens aussi au niveau du matériel, on le voit hein, dans la pédagogie Montessori, il y a beaucoup de choses qui passent par la manipulation et c'est pas pour rien, c'est parce que clairement c'est par l'expérience qu'on apprend les choses, donc quoi de mieux que de manipuler? Et évidemment, quand on n'a pas de matériel, ben on fait avec ce qu'on a. Donc malheureusement, on se retrouve avec des choses qui ne sont pas du tout concrètes, qui pour beaucoup d'enfants les empêchent d'acquérir les notions alors qu'ils en auraient certainement la capacité si on s'y prenait justement avec d'autres méthodes, dont l'utilisation de matériel. Bref, je digresse. Je pourrais parler de ces sujets pendant tellement longtemps que bon, je vais essayer d'aller droit au but. En tout cas, au final, ce sont les enfants qui n'entrent pas dans ce moule, entre guillemets, dans lesquels on voudrait les y mettre, qui du coup en payent le prix, clairement. Et pour te parler du rythme un peu plus, en Montessori, les enfants ils gèrent mieux leur temps et ils finissent leur travail dans la semaine au rythme qui leur convient. Pour te faire ce comparaison toujours avec les épisodes qu'il y a eu avec Fiona, dans le public, en fait, on a du coup des emplois du temps où on passe de matière par matière, de créneau par créneau. Et en fait, il y a peu de flexibilité, ce qui fait que un enfant qui, par exemple, aurait eu besoin de plus de temps pour avancer et surtout comprendre et s'entraîner pour acquérir une notion, mettons, mathématique, par exemple, va peut-être pas en avoir la possibilité parce que bim, ça y est, on passe au français. Alors que peut-être qu'on va parler de quelque chose en français qui est facile pour lui, où il pourrait y passer 20 minutes à la place d'une heure, ça lui irait très bien pour acquérir la notion. Donc c'est un peu dommage, en réalité, c'est vraiment dommage. Et donc c'est ça, l'avantage, c'est vrai, de fonctionner avec ce qu'on appelle des plans de travail. Euh, c'est de pouvoir avancer chacun à son rythme et ça permet de limiter clairement aussi les échecs parce qu'on va pouvoir adapter pour chacun. Et dès la maternelle, et donc je vais faire après le parallèle avec les plus petits, mais dès la maternelle et même chez les plus petits, donc dans les crèches ou même parfois chez certaines assistantes maternelles, quoique l'avantage c'est que souvent elles arrivent à adapter justement parce qu'elles ont un tout petit nombre d'enfants, mais on vient leur imposer aussi un rythme de sommeil qui est pas toujours adapté à eux parce que on se retrouve avec une sieste qui est entre guillemets obligatoire à heure fixe, en tout cas pour les petites sections, et parfois dans certaines crèches aussi, hein, je le vois bien avec tous les échanges que j'ai avec les familles, il y a des enfants qui se retrouvent couchés en même temps que le groupe, mais ça correspond pas à leurs besoins en fait du moment. À l'inverse, on se retrouve avec des enfants, je l'ai beaucoup vu aussi en école maternelle, qui des fois on les réveille parce que ça y est, c'est l'heure de la fin de la sieste. Les ATSEM ont fini leur temps de travail sur la partie dortoir. Elles sont attendues pour faire d'autres tâches ailleurs. Donc, ben, les derniers qui sont pas réveillés, allez hop, 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 on réveille tout le monde. Et puis, ben, certains enfants auraient besoin de dormir un petit peu plus, peut-être un petit quart d'heure de plus. Mais c'est vrai que de se faire couper comme ça en plein milieu de sa sieste, c'est pas cool. Voilà. Donc, c'est pour dire que ben encore une fois, le système, il est pas vraiment adapté et c'est hyper, hyper, hyper dommage, quoi. Ce qui est en plus dommage, c'est que on se retrouve avec des personnels qui sont pas suffisamment formés. Et encore une fois, c'est pas de leur faute. C'est comme tout à l'heure quand je parlais des enseignants. Là, on est plus du côté du coup des ATSEM, oui des ATSEM ou des assistantes maternelles et voilà personnel de crèche et tout ça. Ce sont des personnes qui sont formées à leur métier, mais malheureusement au sein des formations, euh, on leur donne pas assez de clés vraiment concrètes pour déjà bien comprendre le fonctionnement du sommeil, les besoins de l'enfant et surtout avoir des pistes plus concrètes pour savoir comment adapter les choses.
Et quoi qu'il en soit, des fois au niveau pratique, euh, les choses ne sont pas mises en place pour que ce soit possible. Parce que souvent, il n'y a pas assez de personnel ou pas assez d'espace, pas assez de... Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent manquer. Mais en tout cas, voilà, ce qui est dommage, c'est que des fois, il y a des enfants qui se retrouvent confrontés à être couchés à un moment qui ne leur convient pas, qui du coup sont peut-être dans une phase un petit peu d'excitation ou d'énergie, alors qu'on attend d'eux qu'ils dorment à ce moment-là et eux, ils auraient peut-être besoin d'avoir d'abord ce petit moment. Et si ça se trouve, 30 minutes plus tard, ils seraient tout à fait à même de s'endormir parce qu'ils seraient au bon créneau pour eux. Et on a des enfants, et même des tout petits, qui peuvent se retrouver à se faire gronder parce que du coup, ça déconcentre les autres, ça vient impacter les camarades. Enfin, c'est dommage quand même, quoi. Voilà. Et je fais un petit parallèle avec notre vie d'adulte. Parce que pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on impose à nos enfants, même nous, en tant qu'adultes, quand on y réfléchit, on a, alors je sais pas si tu connais les chronotypes. Donc les chronotypes, il en existe plusieurs. L'idée c'est que on est quand même tous différents, même s'il y a des petites bases, voilà, des types de chronotypes qui existent pour savoir comment notre rythme naturel fonctionne et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer à quel moment de la journée on a plus ou moins d'énergie créative ou d'énergie pour réussir à être focus et faire des tâches qui demandent de la concentration, etc. Bon, voilà. Et donc, en fonction de ça, quand on a conscience de ça et quand on a la capacité, la possibilité et qu'on travaille par exemple en tant qu'indépendant, on peut s'adapter à ça. Donc très très peu de monde chez les adultes malheureusement peuvent se servir de ces infos et les mettre en pratique dans leur vie professionnelle. Et donc en tant qu'adultes, nous-mêmes, on est souvent confrontés à se rendre compte que on a une baisse d'énergie. Bon là, on aurait bien fait une petite pause ou on aurait bien aimé travailler plutôt sur tel type de tâche, mais là, il y a mon patron qui me demande cette tâche-là et c'est compliqué de trouver l'énergie pour ça. Enfin voilà, c'est juste pour dire que en fait, moi, ce qui m'attriste, c'est que les petits, ils sont tout petits. Certains sont même encore à la crèche et on essaye déjà de leur imposer justement toutes ces choses-là, tout ce qu'on veut nous imposer pour être des bons petits futurs employés de demain, quoi. Voilà, bon, voilà, je ne pense pas que du bon du tout, de tout, du système en général, on va dire. Mais bon, allez, on va pas partir dans des débats politiques, mais il y aurait tant à dire sur ces sujets. Euh, alors, je parle dans tous les sens sur cet épisode, mais ça me donne envie de te raconter plein de choses. Donc, désolée si t'as l'impression que je pars sur plein de sujets comme ça, à droite, à gauche, mais je vais faire très peu de montage parce que je trouve que c'est bien de rester sur le naturel et puis je réussirai mieux à être régulière sur mon podcast si je m'embête moins avec le montage. Donc voilà, tu me prendras comme je suis aujourd'hui. Et puis, je veux bien que tu viennes me raconter, tu envoies un petit message sur Instagram par exemple, que tu viennes me raconter ce que tu as pensé de cet épisode. Ça me fera très très plaisir. Pour te parler aussi de mon propre parcours, je voulais justement aller sur ce côté où j'étais en train de te parler des enfants qui se font gronder et tout ça, et te dire deux mots vite fait de la partie punition. Mise à l'écart, voilà, il y a des enfants qui se retrouvent confrontés à encore des façons de s'y prendre très de l'ancien temps, enfin, avec la perception que j'ai des choses aujourd'hui, pour moi c'est de l'ancien temps, mais je suis tout à fait consciente que c'est présent en grande majorité encore en France malheureusement. Mais c'est vrai que je t'en reparlerai dans un prochain épisode, mais ça fait partie des raisons qui m'ont poussée à retirer mon fils de l'école publique. Parce que tout ça, en fait, c'est dans la même lignée du fait que on ne fait pas attention aux besoins de l'enfant. Et surtout, on ne prend pas forcément toujours les bonnes décisions pour lui apprendre à devenir le futur adulte de demain. Donc, il faut faire la différence entre laisser tout faire à un enfant, ce qu'il veut, et lui apprendre
à faire autrement. Et donc, ce n'est pas en étant mis à l'écart, et puis c'est tout, qu'il va apprendre quelque chose. Il va juste être impacté dans son estime de lui-même, dans le lien qu'on crée avec lui, donc soit en tant que parent, soit en tant qu'enseignant, soit en tant que voilà, personnel de crèche ou autre. On va abîmer tout ça, mais l'enfant ne va rien apprendre du tout. Euh, il va remarquer par contre que ça attire notre attention. Il y en a même certains qui vont utiliser ça pour avoir des stratégies de répétition de la bêtise entre guillemets qui attire l'attention parce que au moins bah, dans ces moments-là j'ai l'attention sur moi. Donc en fait ça n'a pas de sens. Bon, je sais pas pourquoi je suis allée sur ce sujet-là. Il faudrait que je fasse un épisode entier sur la question. En tout cas. Pour moi, il y a une grande nuance entre une façon de s'y prendre qui fait réfléchir et des punitions, entre guillemets, qui sont complètement vides de sens et qui du coup ne vont rien apporter. J'en profite pour te faire un parallèle sur les méthodes, les fameuses méthodes concernant le sommeil, puisque tu sais que le sommeil, c'est quand même mon sujet de prédilection, les fameuses méthodes où on va laisser l'enfant pleurer. Pour moi, ça, c'est du dressage. C'est pas de l'accompagnement. On n'accompagne rien du tout. On met absolument pas en place, quand on fait ça, quelque chose qui va correspondre aux besoins de notre enfant. Quand on fait ça, on fait juste du dressage. On dit à notre enfant, bah écoute, euh, moi, j'ai juste envie que tu dormes et que tu arrêtes de m'embêter à m'appeler en permanence ou de prendre de mon temps, de mon énergie et tout ça. Et c'est tout. On lui dit juste ça. En gros, on lui dit, écoute, tais-toi, là ça me saoule et débrouille-toi tout seul. Voilà. En gros, c'est ça qu'on lui dit. Donc, on lui explique qu'il peut pas compter sur nous et qu'il faut se débrouiller tout seul. Quand on a, voilà, quand ça va pas dans la vie, ben, on se débrouille. Et si on va pas bien, ben tant pis. Voilà, on subit dans son coin. Donc ça n'apprend rien. Pas du tout. Et pourquoi ça marche souvent? Bah tout simplement, quand je dis ça marche, c'est ironique, hein. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Et pourquoi il y a des parents qui disent, bah oui, mais moi je l'ai fait, ça a très bien marché. Bah, en fait, si tu réfléchis 2 secondes, si t'appelles et tu réappelles, et il n'y a jamais personne qui vient, ou alors c'est très aléatoire, bah, en fait, au bout d'un moment, t'appelles plus. Tu dis ça sert à rien. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu vas bien pour autant? Pas forcément, tu vois. Si mettons, t'avais besoin de soutien parce que, je sais pas moi, tu viens de vivre une rupture, par exemple, je sais pas, pour donner un exemple d'adulte, t'appelles ta copine, t'as vraiment besoin de parler à quelqu'un et d'avoir des épaules sur une épaule sur laquelle pleurer, elle vient pas, tu la rappelles, elle vient toujours pas, ou elle répond pas toujours pas à tes appels, bah, au bout d'un moment, tu vas laisser tomber. Mais pour autant, tu continueras à te sentir très 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 mal, t'auras pu pleurer sur l'épaule de personne, et tu vas mettre encore plus de temps à te remettre de ce que tu es en train de traverser parce que tu n'auras pas eu le soutien dont tu avais besoin à ce moment-là. Voilà, donc bon, ça aussi, hein, c'est un sujet sur lequel je reviens souvent et faudrait un jour, je pense, que je fasse un épisode où juste tu me réentendras dire un petit peu ça, mais où j'irai un peu plus dans le détail et où je te parlerai beaucoup plus longuement, je pense, toute cette notion que moi j'appelle du dressage pour toute la partie sommeil parce que c'est trop important et c'est surtout que c'est la base de mon travail d'aller à l'encontre de ça et à l'inverse d'aller trouver des solutions qui tiennent compte des besoins de notre enfant. Euh, je voulais juste te dire aussi que tu connais peut-être Marion Querc et que si tu la connais pas, je t'invite à aller voir son travail. Elle est sur Instagram. Elle a aussi écrit un livre. Euh, un- les enfants en... Oh mince, j'ai un doute. Son livre, je crois que c'est Un enfant en or ou Les enfants en or avec en fait nord comme le nord et nord à l'inverse du sud. Parce que elle est en Suède enfin c'est une Française qui est en Suède et qui a travaillé autour de l'éducation. C'est hyper important tout ce qu'elle partage, donc je t'invite à aller voir.
Elle a beaucoup étudié donc ce regard porté sur les enfants en Suède et elle parle d'une éducation à hauteur d'enfant, un regard qui part du besoin, du ressenti, de l'émotion de l'enfant, à l'inverse d'un cadre rigide à lui faire intégrer de force les choses. En Suède, l'enfant, il est vu comme acteur de sa vie et pas comme un objet éducatif. La bienveillance, là-bas, c'est une norme sociale, c'est pas une option pédagogique. Nous, on entend ici éducation positive. On est obligé de préciser que on va être bienveillant. Mais là-bas, c'est juste l'éducation tout court, en fait. C'est juste la norme d'être bienveillant et d'être dans le respect mutuel, en fait. Le respect mutuel de tous, des besoins de chacun. Et évidemment que derrière ça, on apprend le respect à notre enfant et on ne va pas tomber dans des situations qu'on appelle parfois d'enfants rois. Non, on va pas tomber dans ce genre de travers. Parce que ça, par contre, ce n'est pas de l'éducation. C'est juste du laxisme, c'est de la non-éducation. L'éducation, elle apprend le respect, mais le respect dans les deux sens. Donc, puisqu'il y a du respect, il y a des limites, il y a un cadre. Et ce cadre, il sert pour le respect, ce cadre, il sert aussi pour la sécurité de l'enfant, sa santé, enfin tout ça. Donc voilà, donc mettre des règles, c'est aussi important. Décidément, cet épisode est parti dans 10 000 sujets à la fois. Ça n'a ni queue ni tête. Mais c'est pas grave, c'est la reprise. J'avais envie de te partager plein de choses, a priori, aujourd'hui. Euh, voilà. Euh, En tout cas, moi, c'est vraiment cette vision-là, la même vision finalement que Marie en Cœur, que j'essaye d'apporter aujourd'hui à travers mon accompagnement. Donc, moi, j'accompagne au travers de Cap Sommeil pour les difficultés de sommeil qui sont déjà un petit peu en place depuis quelques temps. Et je travaille de la même façon, évidemment, quand je propose des consultations plus simples, juste une consultation d'1 heure, quand on parle d'une difficulté qui est arrivée il y a quelques semaines à peine, voire quelques jours. Voilà, donc ce que je fais maintenant, c'est d'aider les familles à porter ce regard-là, un regard curieux, un regard qui cherche à comprendre au lieu de corriger. Et ça commence souvent donc par le sommeil, mais ça touche en réalité toute la vie de l'enfant. Et c'est vrai que comme j'ai cette approche d'ancienne enseignante qui en plus est formée aussi à la pédagogie entre guillemets positive, en plus du sommeil respectueux, eh bien, ça me permet d'avoir une approche plus globale des besoins de l'enfant sur sa vie en général. Et voilà. Donc, je voulais te donner quand même quelques petites pistes concrètes à explorer par rapport à tout ce que je t'ai dit. Un peu en vrac, comme ça. Des petits conseils qui peuvent... alors bon, il y en a certains, c'est vraiment pour les plus grands, mais en fait, voilà, sinon c'est pour tous les enfants, peu importe leur âge. C'est déjà d'ajuster un petit peu le soir quand on rentre à la maison après la crèche, après l'école, voilà, peu importe l'âge ou après chez la nounou. On essaye d'observer notre enfant et en fonction, on va essayer de voir de quoi il a besoin. Il risque d'avoir certainement besoin de se défouler ou d'un petit moment, en tout cas, de jeu libre pour relâcher la pression. Euh, il y a de fortes chances qu'il ait besoin aussi, et surtout pour les plus petits, de commencer par ça, d'un moment de câlin, de tendresse ou à minima d'échange avec les parents parce qu'on vient de les retrouver et on a besoin là de renouer le lien affectif et de se remplir au niveau affectif. Pour tout ce qui concerne les enfants plus grands qui ont des devoirs, euh, on peut utiliser les conseils que Fiona, l'éducatrice Montessori, avait donnés, comme par exemple utiliser l'humour, le jeu, essayer de transformer les consignes en défis, des choses comme ça pour rendre ces moments un petit peu plus ludiques. Évidemment, on a aussi parlé du fait d'échanger avec les enseignants sur ces thématiques de devoirs, essayer d'en discuter avec eux, que ce soit pas trop lourd et que ce soit pas source de conflit au minimum parce que
Le soir, les enfants, ils ont besoin au contraire de souffler. Quoi qu'il en soit, c'est jamais conseillé de commencer tout de suite par le devoir. Enfin, il faut au moins un petit sas de décompression de 5-10 minutes en arrivant à la maison pour faire autre chose, pour se vider un petit peu la tête, parce que franchement, qu'est-ce que c'est dur que de leur demander ça alors qu'ils viennent de finir et bim, faut recommencer en fait, quoi. C'est horrible. Enfin, moi, je trouve que c'est horrible. Sinon, autre piste à explorer, bon, pour tous les enfants, ça, pour tous les âges, y compris les tout petits bébés, observer sans juger. Chaque enfant a son rythme, a son tempo, ses moments d'énergie, de fatigue, et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'ajuster en fonction de ça. Vraiment, je veux que tu comprennes qu'il ne faut pas du tout culpabiliser si ton enfant ne rentre pas dans les fameuses cases qu'on essaye de te donner. Pose-toi cette question. Et si c'était pas plutôt le cadre qui était trop rigide ou pas adapté à lui, plutôt que mon enfant qui est trop ou pas assez ceci ou cela, tu vois? Je pense que c'est important quand même de se poser ces questions-là. Parce que le problème, ce n'est pas que tous les enfants soient différents, parce qu'ils le sont, c'est plutôt qu'on continue à attendre d'eux qu'ils avancent tous pareil. Et c'est vraiment ça le problème. Bon, pour conclure, je voulais te dire que si jamais tu veux aller plus loin et comprendre comment tout ce que vit ton enfant dans la journée peut influencer son sommeil, eh bien, je t'invite à mon prochain atelier gratuit Comment retrouver la nuit sereine sans laisser pleurer ton enfant. Je te mets le lien pour t'inscrire dans la description de l'épisode. Dans le prochain épisode solo, donc tu sais que je ponctue d'épisodes avec des interviews de maman et des interviews d'experts sur différents sujets, mais dans le prochain épisode solo, je te raconterai pourquoi j'ai fait le choix personnellement de sortir mon fils du système scolaire classique et ce que j'ai découvert en chemin. Et je te dis à bientôt. Pense à t'abonner, à partager, à venir me raconter ce que tu as pensé de l'épisode. Et on se retrouve très très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.